Dmitri Rogozine, le chef de l'agence spatiale russe. L'agence spatiale russe, c'est non seulement la conquête de l'espace, l'équivalent de la NASA ou de l'agence spatiale européenne si vous voulez, mais c'est aussi un domaine militaire à temps plein. Dmitri Rogozine a 58 ans, c'est un très proche de Vladimir Poutine. Il a été vice-président notamment du gouvernement de Russie entre 2011 et 2018 et il dirige donc depuis 2018, depuis 4 ans, l'agence spatiale européenne. Tout récemment, il participait à cette émission... L'agence spatiale russe, hein, l'agence spatiale russe. Russe, pardon, j'ai dit européenne, russe. Sinon, alors là, ça veut dire que la Russie est allée très très loin dans les terres. Agence spatiale russe, vous avez raison David. Tout récemment, il participait donc à cette émission pour les jeunes appelée Nouveaux Horizons. Et le voilà qui se lance dans un exposé sur la force de frappe nucléaire russe. Écoutez sa déclaration. Здесь вы видите проведение испытательных пусков наших ракет. Самые малые из них выезжают на Красную площадь и замыкают парад 9 мая на Красной площади, потому что самые большие просто на Красную площадь не поместятся. Они очень крупные. Сейчас вы видите, собственно говоря, это Тополь, Ярс, это ракета для подводной лодки «Булава», ну и, собственно говоря, «Сармат». Значит, такая ракета может снести половину берега какого-то крупного континента, который нам может не понравиться своей агрессивной политикой. Petit rappel, nous sommes bien dans un programme éducatif destiné aux enfants et aux adolescents. Il y en a des dizaines face à lui. Et voici ce qu'ajoute Dmitri Rogozine. Nous prévoyons de mettre en service quelques 50 nouveaux missiles balistiques intercontinentaux Sarmat d'ici la fin de l'automne, avant de préciser que leur vocation est très claire. Мы планируем, что уже осенью этого года первые ракеты станут на боевое дежурство. En clair, David, d'ici 4 à 6 mois, la Russie disposera de plusieurs dizaines de ces missiles Sarmat, aussi appelés Satan 2. Et ces engins seront déployés en Sibérie, dans la région de Krasnoïarsk, à 3000 km au nord de Moscou. On en était resté à un test, je crois, en avril de ce missile. Donc, il y a du nouveau sur les livraisons, entre guillemets. Et oui, souvenez-vous, la Russie avait déjà fait une première démonstration de force le 20 avril précisément, avec ce premier tir d'essai immortalisé sous tous les angles. Un tir réalisé depuis le cosmodrome de Plesetsk. On est à 1000 km au nord de Moscou. Direction un terrain militaire situé à près de 6000 km de là, à l'est, dans la péninsule de Kamtchatka. Il avait creusé, ce missile, un cratère de 20 mètres de large, 8 de profondeur. Évidemment, il n'était pas équipé pour cette démonstration d'une charge atomique, mais les autorités russes ont abondamment déclaré qu'il est capable de transporter 10 à 15 bombes nucléaires et de frapper avec une puissance 2000 fois supérieure à celle d'Hiroshima. Moscou insiste aussi sur ce qui constitue son principal atout, une portée de 18 000 km. Autrement dit, il peut frapper quasiment n'importe quel endroit de la planète. La télé russe ne s'était d'ailleurs pas privée, schéma à l'appui, de gloser sur la destruction de capitales européennes en un clin d'œil. 200 secondes pour Paris, 202 pour Londres et seulement 106 pour Berlin. Et quasiment au même moment, dans un débat cette fois, la même télévision russe évoque à nouveau cette menace nucléaire. Oui, ou plus précisément, on explique dans ce débat pourquoi cette arme n'a pas été utilisée jusqu'à présent. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est la rédactrice en chef de plusieurs médias russes, RT, Sputnik et une agence de presse gouvernementale qui est souvent invitée sur les plateaux de télévision depuis le début de la guerre en Ukraine. On l'écoute. Почему война не закончилась за 3 дня, как могла бы? Ну, конечно, могла бы. Об этом и западная пресса пишет, что одного удара Сармата, как он сказал, достаточно для того, чтобы уничтожить. Неужели мы не могли бы при желании разобраться с Украиной, ну, не просто днями, а часами? Но мы ведем такую специальную военную операцию, именно поэтому это не война. Мы жалеем их всех там. Это раз. Второе, мы понимаем, что там очень много наших людей, которые заложники их всем. Вот заложники всех не наших, которые там. Но и на них же не написано, кто какой. Правда же? Это мы потом будем разбираться. И нельзя же их вот просто как-то сепарировать. Одних туда, этих сюда, и вот по этим-то там, условно говоря, Сарматам. Ну, невозможно. Третье.
Это же нам восстанавливать. Уже сейчас освобожденные территории, которые уже де-факто наши, я не боюсь этого слова. C'est à vous que je demande le premier commentaire, alors. Bah, cette Margarita Simonyan, il s'exerce à faire tout ce genre de commentaires depuis déjà bon 8 ans. Il joue sur la peur, sur le chantage, sur les émotions. Il bluffe beaucoup aussi. C'est donc le mélange de envie d'impressionner et en même temps faire peur. C'est bon, oui, je pense que s'il parlait aux gens de bas âge, ça pourrait marcher, mais nous, on est tellement blindés et habitués qu'on ne l'écoute plus. Vous êtes blindé. Bah, disons que c'est quand on l'écoute 50 fois, ça suffit déjà. Donc, vous voyez, on n'est plus... On ne perçoit plus son message. Et quand vous voyez Dimitri Rogozin, le patron de l'agence spatiale russe, devant des enfants, devant des ados, dire ce missile Sarmat, on en aura 50 à l'automne, je ne sais pas si la traduction est rigoureuse, mais quand on l'entend dire, nous prévoyons que dès cet automne, ces missiles seront utilisés pour le combat, peut-être qu'ils y seront prêts pour le combat, je ne sais pas sur la traduction. Non, oui, la traduction était bonne parce que... Donc ils disent seront utilisés pour le combat. Oui, il dit ça, mais en même temps, je pense que ça fait partie de l'éducation russe, c'est à infliger l'idée de grandeur par rapport à pauvreté et misère dans laquelle la majorité des gens vit. On lui dit que voilà, vous appartenez à un grand pays qui peut détruire le monde entier, donc vous êtes grand, vous êtes très important, mais en même temps, c'est les gens qui souvent n'ont pas de WC à la maison et qui, une fois venus en Ukraine, s'étonnent que les rues dans les villages sont goudronnées. Donc c'est aussi pour récompenser que les routes soient goudronnées. Oui, c'est les... Et qu'il y ait du Nutella dans les cuisines. Et qu'il y ait du Nutella dans les cuisines. Oui, ça dans les interrogatoires et dans les conversations interceptées avec les familles. Donc, vous voyez, ils essayent d'équilibrer, contrebalancer en quelque sorte la pauvreté quotidienne de la majorité des Russes, pas des grandes villes comme Saint-Pétersbourg. Mais est-ce que vous pensez que ça parle aux Russes? L'idée de dire... Nous possédons l'arme atomique et nous pouvons détruire la moitié de la planète. À une partie, oui. À la population qui n'est pas très cultivée et qui n'a pas l'habitude d'avoir l'esprit critique, oui, je pense qu'il se retrouve dedans. Et c'est pour ça que Poutine est soutenu par peut-être 80 ou 70%. Difficile à dire parce que la sociologie n'est pas très exacte là-bas. C'est-à-dire c'est assez opaque en fait. Petite remarque sur Margarita Simonyan qu'on vient de voir à l'instant. N'oublions pas que c'est celle qui avait été à la manœuvre lors du lancement de Russia Today France, voilà quelques années, et qui dirigeait également la rédaction de Sputnik. À l'époque, j'avais avec un confrère de l'Express conduit une enquête justement sur le mode de fonctionnement de ces médias de propagande. Elle avait refusé d'ailleurs de nous recevoir en ce temps-là, mais elle expliquait quand même urbi et orbi que Russia Today était le média le plus démocratique du monde et qu'il était infiniment plus libre et ouvert que les médias français occidentaux. Pardon Vincent, moi ce qui retient davantage mon attention, encore une fois, c'est la déclaration de Dimitri Rogozin. Oui, alors là-dessus, moi je crois dans la continuité de ce qui vient d'être dit qu'il y a une sorte de compensation psychologique. Plus l'armée russe patine, en dépit des gains qu'on vient d'évoquer, sur le terrain, plus il faut célébrer sa grandeur, sa puissance de feu incomparable. Donc je crois qu'il y a cela. Et puis il y a un autre domaine qu'on a déjà un peu exploré ici, qui est celui de l'endoctrinement des très jeunes. Là, je fais référence évidemment au public, à l'auditoire que l'on a vu en plan de coupe tout à l'heure. Il y a une culture de la guerre, une manière de magnifier de héroïser l'acte de guerre. Vous avez quand même eu l'autre jour, on l'a vu au moment de ce fameux défilé du 9 mai, des landaux pour nourrissons customisés chars d'assaut et des gamins de 2 à 3 ans qu'on équipait de treillis de combat avec des répliques de Kalachnikov. Donc c'est quand même inscrit dans la propagande maison. Cédric Maas. Alors, il faut rappeler quand même que tous les succès de Vladimir Poutine, il les a essentiellement remportés parce qu'on a eu peur de lui, alors même qu'il ne fait pas peur. Deuxièmement, en effet, si sur le terrain, il y a quelques petites progressions locales, de plus en plus réduites d'ailleurs dans leur ampleur, en réalité, l'armée russe a surtout démontré que technologiquement, elle n'était absolument pas au niveau. Il n'y a qu'à voir ses communications, ses radars qui n'arrivent pas à détecter les drones ukrainiens, etc. etc. Donc, je pense que c'est surtout une espèce de rodomontade, montrer les muscles, comme vous l'avez dit fort justement, mais on montre surtout les muscles et on essaie de les gonfler quand on les a pas. Sachant, dernier point, j'aimerais juste terminer, qu'en réalité, en posture nucléaire,
la Russie n'a jamais été aussi bas. C'est-à-dire que Vladimir Poutine n'est pas le fou qu'on nous décrit. En réalité, les pays occidentaux scrutent cela avec attention. On est vraiment dans de la gesticulation médiatique, dans l'arme informationnelle. Dernier point, s'adresser aux jeunes, comme vous le disiez. Pardon, Cédric Mas, quand vous dites on est dans la gesticulation et les services occidentaux en sont persuadés, et c'est vrai qu'on le voit, sinon il n'y aurait pas eu cette montée en gamme, pardon pour l'expression, dans la livraison d'armes à l'Ukraine. Quels sont les éléments tangibles qui permettent d'avoir ça? On dit souvent qu'il y a des degrés d'alerte dans l'arme atomique et qu'on observe ça. Je ne suis pas un spécialiste, mais les experts en la matière, et notamment des amis que je connais bien, me confirment qu'il n'y a jamais eu aussi peu de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins soviétiques, russes, pardon, lapsus, à la mer, alors que nous-mêmes, nous sommes à un niveau d'alerte jamais aussi élevé, puisqu'on en a 3 sur 4 actuellement de mémoire qui ont pris la mer, le 4e étant en révision, le seul qui n'est pas disponible. Et puis, vous savez, les armes, elles sont dans des dépôts précis. Quand on les sort, ça active des relais. Pendant la guerre froide, il y a tout un équilibre de la terreur. On ne peut pas avoir un coup de tonnerre dans un ciel bleu sur une bombe nucléaire. Même tactiquement, il y a des vecteurs qui sont en train de se déplacer, mais pour l'instant, ils ne sont pas chargés d'armes nucléaires à ce jour. Mais j'aimerais revenir sur le dernier point, s'adresser aux jeunes. C'est très important. Ce n'est pas n'importe quelle classe d'âge. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est confronté, en effet, à des problématiques de popularité que nous n'arrivons pas à contrôler, que nous n'avons pas à connaître, puisqu'il contrôle totalement la société. Mais mettez-vous à la place d'un jeune russe de 20 ans, même à la campagne. Quels sont ses espoirs de faire des études, de fonder un foyer, d'acheter une voiture? Aujourd'hui, tout s'effondre. Alors peut-être qu'il va séduire des enfants de 12-14 ans en leur vendant ce discours-là, mais il y a une génération avant, et cette génération aujourd'hui, elle est vent debout contre le régime de Poutine. On l'a vu récemment lors des manifestations de contestation qui se sont répandues dans toute la Russie et pas simplement dans les grandes villes de l'Ouest. Et c'est peut-être un des facteurs déclencheurs de la guerre en Ukraine. Je vous rappelle quand même que Vladimir Poutine a pris le pouvoir par la violence et la guerre et qu'il s'y est maintenu à chaque fois par des nouvelles séquences de guerre. Cette génération, on l'a vu s'exprimer avec les pieds aussi, puisqu'on estime à 250 000 le nombre de jeunes, et on dit que c'est vraiment les forces vives de la Russie qui se sont retrouvées et qui ont quitté le pays. Thomas, vous... Moi, j'avais une question. Si je comprends bien les images qu'on a vues de ce général, le chef de la NASA russe, si on peut dire, c'est du bidon. Est-ce que ces gros missiles, en fait, sont des muscles, sont des faux muscles? C'est de la gonflette ou il y a un danger? C'est ça la question. Je ne suis pas expert et je pense que vous aurez la possibilité de poser ça des questions à des experts. J'observe simplement que ça ne serait pas la première fois qu'on nous affirme des caractéristiques techniques d'armes dont on constate sur le terrain qu'en réalité, elles ne correspondent pas à ces caractéristiques. Je pense par exemple à tous les équipements de radar et de télécommunications qui sont largement en deçà des caractéristiques annoncées par les services de l'armement russe et du complexe militaro-industriel russe. On peut imaginer que si on livre les fameux canons César, qui ne sont plus du tout des armes défensives, qui sont franchement des armes offensives, ou en tout cas c'est de la défense qui peut servir à l'offensive, c'est qu'on a quelques certitudes sur le caractère gonflette de ce que nous montrent les Russes, non? Si vous voulez, la stratégie de Vladimir Poutine, qu'il nous a imposée en Géorgie, qu'il nous a imposée en Ukraine en 2014-2015 notamment, c'est la stratégie du piéton imprudent. Il est plus faible que nous, mais tant qu'on met un appui sur le frein parce qu'on a peur de lui rentrer dedans, eh ben, il arrive à nous imposer sa volonté. Aujourd'hui, on est dans une guerre de volonté. Je vous rappelle les déclarations du nouveau chef d'état-major, il faut gagner la guerre avant la guerre. Et donc, c'est une question d'affrontement de volonté. D'où cette escalade de rodomontade, y compris du côté des Américains. Mais pour l'instant, l'équilibre de l'arme de la terreur, d'après ce que nous en disent des spécialistes, vous avez un rapport de l'IFRI qui est sorti aujourd'hui, qui nous dit que c'est totalement maîtrisé des deux côtés, au-delà des rodomontades et des agitations. En réalité, quelle est sa cible? Son opinion publique et nos opinions publiques. Plus nous prêterons le flanc et du crédit à ces déclarations-là, plus nous inquiéterons, plus nous permettrons à ces relais d'opinion en France, qui sont très nombreux et très largement infiltrés depuis 20 ans par des opérations de manipulation, y compris dans le monde politique, y compris dans des partis dits de gouvernement, eh bien évidemment, nous céderons et nous cesserons de soutenir l'Ukraine, et à ce moment-là, il aura gagné. Et de ce point de vue-là, Margarita Simonian en a remis une couche un peu plus tard, toujours à la télé russe. Écoutez-la. И все они верят, что мы обязательно проиграем, а Запад обязательно победит. Не понимая, что это невозможно. Но это просто невозможно, так не будет. Это или закончится совсем плохо для всего человечества, или мы победим. Третьего здесь не дано. Bon.
Oui, côté chantage à l'apocalypse. Et pendant ce temps-là, la Douma, la chambre basse du Parlement russe, s'apprête à voter une loi qui va abolir les âges limites de mobilisation. Jusqu'à maintenant, c'est 18 ans à 40 ans. Et c'est dire à quel point, Cédric Masse l'évoquait tout à l'heure, il y a la difficulté à constituer, à reconstituer, en termes d'effectifs et de qualification, une armée cohérente. Vous savez, le problème de la mobilisation, ça va être un problème au niveau intérieur. Il ne faut pas oublier qu'un régime dictatorial comme celui de Poutine, c'est un régime qui est fondamentalement fragile. Un dictateur qui a peur de se soumettre au vote libre de ses citoyens, ce n'est pas quelqu'un qui est fort en réalité. On a trop longtemps glosé sur la force des dictatures et des régimes autoritaires par rapport aux démocraties. En réalité, ils sont très fragiles et il ne faudrait pas grand-chose. Je vous rappelle que dans l'histoire de la Russie, des guerres qui se sont terminées par un effondrement du pouvoir à Moscou, ce ne serait ni la première ni la dernière. C'est en tout cas ce pari-là que fait le président Zelensky notamment, et depuis le début. Mais pour revenir sur la mobilisation, mobiliser des hommes, d'ailleurs c'est pour ça qu'il ne l'a pas déclaré le 9 mai, je pense, à la fois il y a une problématique d'opposition de son opinion publique intérieure, et puis également, avec quel encadrement, quel matériel. Ils sont en train de ressortir de cocon des chars T-62. Oui, qui sont vraiment des qu'il va falloir d'ailleurs du très vieux matériel, c'est ce que vous voulez dire. Du matériel des années 60, voilà. Ouais. Et parce qu'ils n'ont plus, ils ont perdu la fine fleur de leur matériel le plus récent. Et on attend toujours les fameux T90 et T14, la version modernisée, qui était supposée prendre la relève des Alors, T72. Les T90, il y en a, des T90M, ils en ont même perdu au niveau de Kharkiv, mais les T14 Armata, ils en ont une trentaine qui sont toujours à l'essai. Et je vous rappelle quand même que c'est du matériel dont les instruments d'optique sont fournis par Thales. C'est pas pour rien qu'en Ukraine, la France est très impopulaire. C'est parce que les soldats ukrainiens, quand ils prennent des chars russes, ils ont des instruments d'optique livrés après 2014 par des constructeurs français notamment. Donc ça, jusqu'en 2020. Et heureusement que nous n'avons pas livré les porte-hélicoptères d'assaut, parce que je vous imagine les images de la prise d'assaut d'Odessa avec des Mistral. C'est toujours intéressant de repasser les réactions de certains à la décision de François Hollande de ne pas les livrer. Il avait beaucoup hésité. Il avait beaucoup hésité. Il avait pris la bonne décision, il faut le souligner, et il avait été critiqué par Nicolas Sarkozy, par Jean-Luc Mélenchon et par le Front National. C'était pas si évident à l'époque. Un dernier mot là-dessus Au sujet de l'armée. Non, oui, au sujet de la façon, encore une fois, et ce qui est frappant, c'est cette sorte de désinvolture avec laquelle on évoque l'arme nucléaire, avec laquelle on évoque la fin de la moitié de l'humanité, un peu comme les méchants dans les aventures de Tintin. Mais je pense que Marguerite Simonyan et Poutine et tous les autres, ils ne pensent pas du tout mourir de l'explosion nucléaire. Ce n'est pas leur projet, ils ne sont pas suicidaires. Donc s'il le dit que ça va finir mal pour toute l'humanité, effectivement, ils savent très bien que s'il emploie l'arme nucléaire, il y aura la réponse. Donc c'est clair et simple. Et ils ne veulent pas mourir dans des réponses qu'ils auront. Je pense que c'est exactement pour... en fait, dissuader les Occidentaux de nous aider, pour aussi démoraliser l'armée ukrainienne et pour dire que nous, on est invincible, on est si fort. Oui, c'est la guerre de propagande, c'est la guerre d'information. Mais encore une fois, ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'on sentait qu'il y avait une très forte inquiétude en France, notamment, en parlant de la France, puisque on est en France et qu'on sent l'opinion française, il y avait une très forte inquiétude. Cette inquiétude, je ne dis pas qu'elle n'existe plus, mais elle se fait beaucoup moins sentir aujourd'hui. C'est-à-dire que le chantage à la peur de Poutine, ça ne marche pas. Il y avait un discours assez classique de considérer que les démocraties étaient faibles. Nos démocraties sont toujours faibles. On voit le terrorisme nous touche plus que les autres. Et les dictatures sont fortes. Il y a un renversement comme ça. Et il y a beaucoup de géopoliticiens ou d'anciens ministres des Affaires étrangères qui professent ça avec et ben là, il y a un petit retournement. Les démocraties, quand elles sont dirigées par des gens qui ont un peu de caractère, sont fortes. Et puis l'opinion libre. Pardon, Thomas, l'opinion, l'information libre arrive quand même à convaincre l'opinion. Il y a du sang-froid. Il y a du sang-froid dans l'opinion française. L'opinion voit les différentes informations et décrypte les informations et apprend à les décrypter. Les réseaux sociaux nous font peur. Nous, les journalistes, on a peur de tous ceux qui ne sont pas journalistes et qui utilisent nos instruments et qui ont la puissance de nos instruments avec les réseaux sociaux. Non, mais sur la peur du nucléaire. Et finalement, la population fait le tri. Et la peur du nucléaire, du coup,
on sent bien que c'est enfin on espère. Non, vous n'êtes pas tout à fait sur Bien ce sûr, sentiment, mais Cédric Maas. Au contraire, je pense que dans cette guerre-là, moi, pour avoir beaucoup observé les réactions de l'opinion publique française à l'époque de la guerre en Syrie, qui, si on avait aidé les rebelles syriens, qui nous le demandaient, comme on a aidé les Ukrainiens, sauf que là, il y avait 2-3 barbus, on n'en serait pas là, parce que le coup d'arrêt serait intervenu avant. Mais aujourd'hui, donc, en comparant les deux, on se rend bien compte que là, le conflit de récits entre le récit de la Russie et le récit de l'Ukraine et de l'Occident, eh bien, ce conflit a atteint les limites du bon sens. C'est-à-dire qu'il y a un agresseur et un agressé. Quoi qu'il arrive, la guerre, elle est là. Et ce n'est pas nous qui l'avons choisie. C'est Vladimir Poutine qui en a pris la décision. Et c'est à lui, désormais, d'en assumer les conséquences. Et même les discours comme quoi il faudrait lui ménager une voie honorable, ne pas l'humilier, c'est un non-sens. Ça, c'est maturité, alors. Vous dites maturité de l'opinion publique. Non, c'est surtout l'évidence. C'est-à-dire que là, c'est vraiment évident que la Russie n'est absolument pas dans le bon rôle. Regardez ce qui se passe en Libye où la Russie soutient Haftar comme la France contre le reste de l'Union européenne. Regardez ce qui s'est passé en Syrie où à l'époque on nous avait survendu les djihadistes qui sont devenus majoritaires au sein des mouvements rebelles syriens, mais ce n'était pas le cas à l'époque. On a tenté de faire le même coup avec les néo-nazis. Ça n'a pas fonctionné parce que c'est tout aussi faux. Et là, pour l'instant... Certains disaient la solution, les Russes ont la solution pour la Syrie. Un des facteurs... un dernier mot, Vincent. Oui, un des facteurs objectifs, me semble-t-il, de ce recul du neutralisme, qu'il soit honteux ou flamboyant, c'est précisément la résistance ukrainienne et la posture constante de Zelensky depuis le début. C'est lui qui nous a démontré que notre peur de la Russie de Poutine était outrancière et excessive. Alors, c'est les deux, puisque sans le soutien international immédiat et unanime, et qui a surpris à Moscou, parce que je pense qu'il avait fait le pari de l'inverse, eh bien, la résistance ukrainienne n'aura pas été la même non plus. C'est-à-dire, dans les deux cas, si vous voulez, on ne va pas faire la poule et l'œuf, mais c'est un mouvement conjoint. Ils nous croyaient faibles, on les croyait forts, et quelque chose... Nouvelle version de la dissuasion du faible au fort. Le piéton imprudent. Bien, un dernier mot. Je voulais simplement évoquer cette autre information de ces dernières 24 heures. C'est la dissidence assez spectaculaire d'un diplomate russe. Il s'appelle Boris Bondarev. Ça fait 20 ans qu'il est diplomate en Russie ou dans des postes à l'étranger. Là, il travaillait auprès de l'ONU à Genève. Il démissionne et voilà ce qu'il déclare. Jamais je n'ai eu autant honte de mon pays que le 24 février, c'est-à-dire le jour de l'invasion russe en Ukraine. Et il ajoute, la guerre agressive déclenchée par Poutine contre l'Ukraine et de fait contre le monde occidental n'est pas seulement un crime contre le peuple ukrainien, mais aussi peut-être le plus grave crime contre le peuple russe, avec une lettre Z en caractère gras barrant tous nos espoirs et perspectives d'une société libre et prospère dans notre pays. Quelle portée faut-il accorder à ce geste? Est-ce qu'il est isolé? Est-ce qu'on peut dire que malgré tout, c'est une démission avec fracas, c'est une démission assez spectaculaire? Alors, ça n'est évidemment pas insignifiant, même si les diplomates postés à Genève auprès des Nations Unies ne seront pas nécessairement du premier cercle. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des propos que vous venez de rapporter, David, il émet aussi une critique directe et frontale de Sergueï Lavrov lui-même, le ministre des Affaires étrangères de toute éternité ou à peu près. Il dit « Notre ministère des Affaires étrangères ne fait pas de la diplomatie, il fait, je le cite, du bellicisme, du mensonge et de la haine ». J'ai fait quelques recherches sur le cursus de l'intéressé, donc Boris Bondarev, et j'ai remarqué, faut-il en tirer une conclusion ou pas, qu'il a été un temps, dans une vie antérieure, semble-t-il, directeur général d'une agence de tourisme qui était domiciliée à Kiev. Et je me demande s'il n'a pas des liens familiaux, amicaux qui le rapprochent de l'Ukraine et qui pourraient expliquer une sensibilité effectivement fort originale par rapport à la tonalité générale du ministère des Affaires étrangères de Moscou. Mais j'ai plutôt une question, est-ce qu'on a remarqué ça dans les précédentes affaires, les diplomates, je me suis toujours posé cette question, qui sont en poste dans des démocraties, diplomates de dictature, et qui vivent dans ces démocraties, qui eux ont accès à toutes les informations, qui ont des enfants qui vont à l'école, est-ce que ils ne sont pas un peu fragilisés Ceux qui sont des agents de renseignement, non, parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. C'est un grand classique aussi. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a été en poste en Occident pendant il connaît intimement les rouages, notamment avant d'être ministre des Affaires étrangères, il était patron de la délégation russe à New York. À New York, en 2003. Moi, quand j'étais aux États-Unis, on le voyait, j'étais aux États-Unis en 2003 en poste et
on allait aux conférences de presse de Sergueï Lavrov au moment de la crise à l'ONU. C'était quand même... Ma question simple, pas d'effet domino possible d'après vous? Lui-même est assez réservé. Il a été interrogé là-dessus. Il a dit « Je ne suis pas sûr que ça déclenchera un mouvement d'ampleur ». Il semble qu'il y ait eu quelques défections individuelles, mais je ne pense pas que ça annonce une sorte de série spectaculaire de retrait ou de défection de diplomates de très haut rang, en tout cas. Ça ne s'est pas su, j'imagine que ça ne s'est pas su en Russie. Le public russe ne le sait pas. C'est ça qu'on a du mal à savoir. Est-ce qu'un événement comme celui-là, enfin un fait, est-ce qu'il arrive à s'infiltrer dans les informations russes? Voilà. Bah, je pense que ceux qui utilisent le VPN, ceux qui veulent s'informer, ils s'informeront. Ceux qui veulent s'informer, ils peuvent s'informer. Exactement, oui. Mais après, il y a toute une tranche de population assez épaisse qui ne sera pas informée, ça c'est sûr. Sûr et certain, surtout si on prend la province profonde. Je suis sûre que la population, disons 40 et plus, sûrement, elles ne sauront rien. Quoi. Qui ne cherchent pas forcément à s'informer. Qui ne font pas vraiment des efforts pour trouver. Les jeunes, je pense que s'ils veulent savoir, ils trouveront. Après, je ne pense pas non plus que ce sera largement suivi par les autres diplomates parce qu'ils font la sélection très, 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 très soigneuse pour les gens qu'ils engagent à haute poste à l'étranger. Donc, oui, avec... Boris Bondarev, peut-être ils sont un peu trompés, ils ne savaient pas tout sur lui, sans doute, il a certaines sensibilités avec l'Ukraine, peut-être, ou autre chose, mais les autres, je pense qu'ils étaient bien vérifiés et il y a peu de chances que, voilà, ils feront les démarches au moins ouvertes comme ça.